Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très sensible et nous allons vraiment prendre le temps d'en parler. Il s'agit des EHPAD. Donc ça a été vraiment sous le feu de l'actualité il y a quelques années de cela. Et ce sujet concerne non seulement les personnes âgées, ça nous concerne à tous puisque nous allons tous être âgés, enfin on le souhaite, hein, à un moment donné. Ça concerne les familles, ça concerne aussi les investisseurs en bourse, hein, puisqu'il y a quelques sociétés cotées qui appartiennent à ce secteur. On va en parler. Mais pour parler de ce sujet, eh bien, je fais appel à une ancienne directrice d'EHPAD qui a dirigé un EHPAD pendant 11 ans. Il s'agit de Virginie Puel. Alors Virginie Puel a écrit un livre qui s'appelle « Les EHPAD ne sont pas des mouroirs ». Vous voyez, c'est un cri du cœur. Le titre est un cri du cœur. Les EHPAD ne sont pas des mouroirs. Sous-entendu, faisons tout pour qu'ils ne le deviennent pas. Hein, donc, elle relate un petit peu son expérience. Hein, c'est un livre qui se lit assez vite, qui est à 14,95 €. Vous le trouverez sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. Il est en commande chez vos libraires. Virginie étant alsacienne, elle fait pas mal parler de son livre dans la région Alsace. Si vous y êtes, vous en avez peut-être entendu parler sur les médias locaux. Elle fait pas mal de radio, de plateaux télé et tout ça en ce moment. C'est un livre qui démarre très fort sa carrière. Il est sorti là au mois de novembre 2025. Donc, on va interroger Virginie. Mais avant cela, je voudrais quand même vous dire que en France, sociologiquement, on a tendance à compartimenter les gens selon leur classe d'âge, plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. Et surtout, on ne valorise pas l'expérience. Ça fait que les personnes qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans a fortiori, sont assez exclues du marché du travail et sont de plus en plus exclues du lien social. Ce qui n'est pas le cas en Asie, par exemple, où les personnes âgées sont très, très intégrées dans les familles, ce qui n'est pas le cas dans les pays du Nord, Suède, Danemark, Finlande, etc., où on aurait beaucoup de leçons à prendre de ces pays-là. Les personnes âgées font totalement partie du lien social et dans les deux cas de figure, c'est aussi le cas dans les pays latins, il n'y a pas ce secteur qui ressemble à celui des EHPAD qu'on a en France, parce que les personnes âgées, je le répète, sont beaucoup mieux intégrées dans le lien social, ne sont pas mises de côté. Mises de côté, on les met de côté, on les invisibilise quelque part dans les EHPAD. Voilà ce qui se passe en France. Et ce comportement socio-culturel, on va dire, est à l'origine du développement de ces structures qui aujourd'hui arrive à un point de rupture, qui est arrivé à un point de rupture au début de la décennie, donc 2020. Voilà, donc lisez ce livre, Les EHPAD ne sont pas des mouroirs, et on va tout de suite interroger Virginie Puel, si vous le voulez bien. Voilà une interview croisée, elle n'est pas faite en direct, elle est faite en duplex, hein, vous allez le remarquer, qu'on a préparé, qu'on a mûri, mais écoutez bien tout ce qu'elle va dire, c'est très important. Alors, Virginie, je vais vous poser une première question toute simple. Donc, merci d'y répondre assez rapidement. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Bonjour, alors pour répondre à la première question, pourquoi j'ai écrit ce livre que voilà, eh bien j'ai écrit ce livre parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol qu'un amalgame soit fait de la part du grand public concernant la fonction de directeur et surtout concernant le fonctionnement des EHPAD. Il existe trois types d'EHPAD différents. Il y a un amalgame qui a été fait suite à différents scandales qui ont été largement médiatisés. Et de plus, à chaque fois qu'on parle d'EHPAD, c'est évidemment au niveau des médias, justement pour évoquer un scandale et évoquer des faits de négligence, voire de maltraitance. Et je voulais dire aussi qu'il existait d'autres modèles, des lieux où d'autres choses existaient avec un travail qui était réalisé dans la plus grande humanité, cette humanité qui est due à nos seniors
Et donc je voulais évoquer tout ça à travers ce livre et évoquer aussi tous les paradoxes qui sont liés à cette fonction qui est à la croisée de tous les chemins, où on est à la fois coincé entre les exigences des usagers, les exigences des salariés, mais également les exigences et les injonctions qui sont parfois absurdes de la part des instances étatiques qui nous dirigent. Donc voilà la raison de l'écriture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la structure que vous-même avez dirigée? Est-ce que ça faisait partie d'un grand groupe? Est-ce que c'était une structure indépendante? Et sur le plan économique, sur le plan financier, euh, quelles sont les deux plus grandes problématiques, je vais dire, voilà, les deux plus grandes problématiques auxquelles vous avez été confrontés et comment y avez-vous répondu? Alors l'EHPAD que moi je dirigeais était un EHPAD privé à but non lucratif. Donc pour bien planter le décor, déjà il faut faire le distinguo entre trois types de structures. Il existe les structures EHPAD publiques qui sont en général adossées à un centre hospitalier. Il y a les EHPAD privés à but non lucratif qui n'ont donc pas vocation à faire de l'argent, mais lorsqu'il y a un bénéfice toutefois qui est réalisé, celui-ci est réinvesti au profit des usagers. Ces EHPAD-là sont généralement des EHPAD associatifs. Et puis, il existe une troisième catégorie d'EHPAD qui est donc la catégorie des EHPAD appartenant au secteur privé lucratif, où là, évidemment, l'objectif, c'est de faire de l'argent clairement pour qu'il puisse être redistribué après au niveau des actionnaires. Alors, l'EHPAD que moi je dirigeais, c'était un EHPAD privé à but non lucratif qui jouissait d'une excellente réputation. C'était un EHPAD de 94 lits, à peu près une centaine de salariés. Alors une centaine de salariés, ça ne veut pas dire non plus qu'il y avait un salarié derrière chaque résident. Tout d'abord, je parle de toutes les fonctions confondues, donc de la secrétaire jusqu'à la cuisinière, en passant par l'animatrice, les soignantes, les agents de service logistique, voilà. Et puis, 100 salariés, ce ne sont pas non plus des 100 salariés à temps plein. On a aussi un grand nombre de salariés à temps partiel. Donc ça équivalait à environ 65 à 68 équivalents temps plein sur l'ensemble de la structure. Cette structure donc n'appartenait à aucun groupe, c'était une structure totalement indépendante dont les murs étaient la propriété d'une structure, d'une société qui était elle-même gérée par la ville. Voilà. Donc on versait en fait une redevance à la société de la ville pour pouvoir exploiter et gérer les murs. Les défis, les deux majeurs défis auxquels j'ai été confrontée sur la fin de mon exercice, puisque j'ai exercé cette fonction de directrice d'EHPAD durant 11 ans, les deux gros défis, ça a été un défi lié aux ressources humaines, qui est vraiment le défi majeur de tous les EHPAD de France et de Navarre aujourd'hui. Donc des ressources humaines qui se sont vraiment appauvries. À partir de 2017, la problématique du recrutement a commencé à exister. C'est une problématique qui s'est vraiment amplifiée avec le temps. Arrivé en 2024, la problématique était à son paroxysme, donc j'imagine qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis. Et cette problématique était d'autant plus complexe à gérer qu'il fallait, pour assurer quand même une certaine qualité au niveau des prestations dues aux usagers, faire appel à des missions d'intérim qui étaient extrêmement coûteuses et donc qui ont plombé clairement les finances de l'EHPAD auquel j'appartenais. Mais la problématique, elle était telle que je pouvais faire le choix de renoncer au maintien de la qualité des prestations en faisant des coupes franches au niveau du personnel,
Mais là, j'allais me retrouver confrontée à des usagers extrêmement insatisfaits, en toute logique. Et puis, si je faisais ce choix-là en plus, j'allais forcément fatiguer énormément les équipes qui étaient en poste et tirer sur la corde au niveau des effectifs qui étaient déjà très fragilisés. Et si je faisais appel à des intérimaires, j'arrivais à maintenir un certain niveau de qualité, en tout cas j'assurais les missions qui étaient celles dues à nos usagers, avec un niveau de qualité plus ou moins important maintenu, parce que quand on travaille avec de l'intérim, forcément on n'a pas la même qualité de soins que quand on travaille avec du personnel pérenne, mais en même temps ça me permettait quand même de maintenir une sorte de satisfaction pour les usagers qui leur était due. La deuxième problématique financière à laquelle j'ai été confrontée, ça a été l'inflation, parce que tout a flambé au niveau des coûts, hein. Les coûts de la restauration des matières premières pour la préparation des repas, les coûts des matières premières pour pouvoir acheter le matériel nécessaire à l'hygiène notamment. Ce sont des coûts qui ont clairement flambé dans ces années-là, après Covid, et qui ont vraiment plombé les finances en fait de l'EHPAD que j'occupais, comme ça a plombé les finances de tous les EHPAD en fait de France. Alors, nous sommes sur France Bourse TV pour cette interview. Donc, il ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre de sociétés cotées en bourse qui sont sur ce secteur. On pense évidemment à Orpea. Ça a été un des scandales des dernières années. Ça a été une très grosse recapitalisation. Le titre s'est effondré parce qu'il y a eu une énorme dilution des actionnaires. En 2025, par contre, le titre a beaucoup remonté. Il a même été multiplié quasiment par 3 sur l'ensemble de l'année 2025. Certains jugent que c'est une recovery. Il y a d'autres sociétés comme Clariane, par exemple, qui est cotée en bourse. Donc là aussi, forcément, vu un petit peu le tsunami qu'avait provoqué Orpea sur le secteur, le titre Clariane, comme on peut le voir sur le graphique suivant, avait fortement baissé. Et puis, cette année 2025, il est remonté aussi. Quoique là, il est en train de recorriger un petit peu. Il y en a d'autres qui sont cotés. Alors, j'ai une question à vous poser. Euh, sur ces boîtes, ces mastodontes cotés en bourse, leur modèle économique, selon vous qui avez dirigé un EHPAD, est-il viable? Est-ce qu'ils ont des impératifs de rentabilité plus élevés que sur de plus petites structures, parce qu'il y a des gros actionnariats dedans, il y a des fonds qui sont actionnaires, etc. Et que du coup, paradoxalement, ces impératifs de rentabilité euh, leur créent une mauvaise réputation, eu égard au traitement des résidents, etc., qui ensuite fait que ça plombe paradoxalement leur rentabilité. Voilà, question un petit peu complexe, mais votre réponse sera très intéressante là-dessus. Alors, avant de répondre à cette question, il faut comprendre comment ce modèle y fonctionne tout d'abord. Donc, les grands groupes qui sont cotés comme Orpea, qui est devenu EMEI, Scorian, devenu Clariane, reposent sur un système de revenus très prévisible, hein. L'hébergement est financé d'abord par les familles, donc il va comprendre le loyer, l'électricité, l'eau, toutes ces charges en fait que l'on a lorsque l'on vit à domicile. Ensuite, il y a la dépendance qui va être financée par l'allocation pour l'autonomie, donc le conseil départemental verse cette allocation. Alors, elle va comprendre le financement des postes liés aux soins en partie, donc tout ce qui va être une partie des aides soignantes, une partie des aides médico-psychologiques, les agents de services logistiques et également les animations. Et puis le matériel lié à l'entretien des locaux, le matériel lié à l'hygiène des résidents va être financé donc par l'allocation pour l'autonomie, donc via le conseil départemental. Et ensuite, on a les soins qui sont financés par les ARS. Les ARS vont donc financer tout ce qui va relever du soin, donc les postes d'aide-soignante en partie, les postes des infirmières, les postes du médecin ou des médecins coordinateurs,
coordinateur, mais également les postes de la psychologue et puis tout ce qui va être matériel lié aux soins justement et les médicaments, une partie des médicaments. Donc on repose en fait, le financement des EHPAD repose sur un financement tripartite et ce financement tripartite est exactement le même que pour les EHPAD privés à but lucratif. Donc ces EHPAD privés à but lucratif en général ont un coût qui est beaucoup plus important que les EHPAD à but non lucratif ou les EHPAD publics parce que leur marge, elle s'exerce justement, elle s'effectue sur la partie qui est versée par les résidents et par les familles. Donc la partie hébergement. Alors, il bénéficie aussi d'un besoin croissant lié au vieillissement de la population. Hein. Ces EHPAD-là, en fait, par rapport à la viabilité de ces EHPAD, la population, on le sait très bien, la démographie française comme la démographie européenne, elle est vraiment vieillissante. Et sur les prochaines années, on va voir arriver la vague des personnes issues du baby-boom de l'après-guerre qu'on appelle aujourd'hui le papy boom, on va les voir arriver en EHPAD, ces gens-là, puisque c'est des gens qui ont aujourd'hui à peu près 80 ans et qui vont doucement avoir besoin de ce type de structure. Donc on a également un effet de taille qui est un avantage pour ces structures-là, puisqu'elles gèrent des EHPAD de nombreux EHPAD en fait au sein d'un groupe avec des processus qui sont standardisés et puis de l'optimisation du coup immobilière et financière puisque tout ça est très très structuré. L'optimisation financière, elle est liée au fait que les coûts sont partagés sur les différentes structures et on arrive à avoir des bénéfices, enfin des logiques des logiques financières qui s'appuie aussi sur des achats en grande quantité qui sont réalisés. Donc ça permet évidemment de tirer sur les coûts, sur les prix. C'est toujours le même système. Donc sur le papier, sur le plan théorique et financier, oui, le modèle, il est viable. Mais dans la pratique, ce modèle est devenu extrêmement fragile. Depuis 2022, on est clairement sur une crise structurelle. Alors on a une première fragilité qui est l'explosion des coûts, j'en ai parlé tout à l'heure, mais notamment les salaires à cause de la pénurie des soignants. Et puis tous les coûts qui sont liés à l'énergie, qui sont liés à l'alimentation. Il y a également toutes les exigences réglementaires qui sont toujours plus fortes. Et les tarifs tout de même sont très encadrés. Donc le résultat fait que les marges ne suivent plus forcément. Quand je dis que les tarifs sont très encadrés, il faut bien comprendre quelque chose qui a été dénoncé dans le dernier scandale, qui a été très médiatisé autour du livre de Victor Castanel et Fossoyeur, où il explique que finalement, des gros groupes comme notamment Orpea, puisque c'était l'objet de cette dénonciation, a détourné de l'argent public. Comment est-ce possible ? Eh bien, quand vous avez l'ARS qui vous verse de l'argent pour les salaires qui vont être absorbés par les personnes qui œuvrent au niveau du soin, lorsque tous ces postes ne sont pas occupés, eh bien, il reste de l'argent qui n'a pas été distribué dans l'enveloppe. Et c'était cette problématique-là, c'est que cet argent qui n'avait pas été distribué parce que les postes étaient non occupés, a été finalement redistribué aux actionnaires. Donc de cette manière, on peut comprendre qu'il s'agit d'une sorte de détournement de fonds publics. Et c'est ce qui était justement dénoncé. Donc on a aujourd'hui des tarifs qui sont de plus en plus encadrés avec quand même des contrôles qui s'exercent de façon très forte sur ce type de structures qui ont un but commercial et donc la logique de marge ne suit plus tout à fait et si on veut maintenir en fait ces marges pour que les actionnaires existent toujours, il faut faire des économies ailleurs. Et si on fait des économies ailleurs, on s'inscrit donc dans une logique d'économie sur tout ce qui ne relève pas de l'argent public. C'est-à-dire tout ce qui va concerner les coûts qui sont absorbés par les résidents eux-mêmes et les familles.
Donc on va mégoter sur le nombre de croûtons dans la soupe, on va mégoter sur des choses comme ça qui vont plus être liées en tout cas à la restauration notamment. On va également mégoter sur des produits tels que les produits liés à l'incontinence, avec une logique qui s'inscrit dans un certain nombre de produits utilisés par personne et par jour et pas au-delà. Et donc, là où on attendrait finalement une prestation premium de la part de ces établissements, parce qu'on est quand même sur des coûts nettement plus importants que les EHPAD publics ou des EHPAD privés non lucratifs, eh ben on se retrouve finalement avec des EHPAD qui jouissent d'une belle vitrine parce que les lieux sont jolis, mais les prestations derrière ne suivent pas. Et du coup, la satisfaction des usagers non plus. Donc je l'ai dit, la deuxième fragilité liée à ces EHPAD-là, c'est la crise au niveau de la dette, hein. Ces groupes se sont développés sur des montages qui sont souvent très complexes et avec une dette immobilière aussi qui est massive, avec des acquisitions très agressives. Et aujourd'hui, les taux montent aussi et les refinancements deviennent un petit peu difficiles. Et puis, avec tous ces scandales, il y a la confiance des investisseurs qui s'est également effritée au fil du temps. Donc, c'est exactement ce qui a d'ailleurs provoqué l'effondrement d'Orpea, devenu aujourd'hui Emeis. La troisième fragilité, donc je l'ai évoqué, c'est la crise de l'image, avec des scandales, avec des enquêtes, avec la méfiance des familles, et puis du coup aussi les difficultés de recrutement qui existent de toute façon de manière conjoncturelle, mais qui existent aussi à cause de cette image dégradée de ces structures. Et un EHPAD sans personnel, même coté en bourse, hein, c'est de toute façon un modèle qui s'écroule. Donc il y a un problème de fond. La logique boursière, en fait, elle est, on pourrait dire, incompatible avec le soin. Un groupe qui est coté doit faire de la marge, doit sans cesse finalement croître pour verser des dividendes et rassurer les marchés, mais un EHPAD par nature demande du personnel, du temps humain, de l'individualisation dans la prise en charge et dans la gestion des situations médicales qui sont lourdes. Donc la rentabilité financière, en fait, elle entre directement en conflit avec la qualité du soin et c'est la contradiction centrale, en fait, de ce modèle. Alors, j'aurai une dernière question, et ensuite vous pourrez conclure librement. Comment voyez-vous l'avenir de ce secteur, en gros des EHPAD, qu'on appelle des prestataires de soins de santé pour personnes dépendantes? Comment le voyez-vous à horizon 10 ans, on va dire, à horizon 2035, à peu près? Quels sont les défis, les enjeux, et comment imaginez-vous ce secteur dans 10 ans? Alors, quand on parle de l'avenir des EHPAD dans 10 ans, tout modèle confondu, hein, public, associatif et privé, il faut être très clair, hein. On est face à une transformation radicale, pas un simple ajustement. Alors, premier point, le besoin va exploser. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la question précédente. Le nombre de personnes très âgées, dépendantes, polypathologiques va fortement augmenter. Donc non, les EHPAD ne vont pas disparaître. En revanche, le modèle actuel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, lui, va profondément changer. J'ai vu cette évolution, hein, au fil des années. Au fil de ces 11 années d'exercice, j'ai vu des évolutions dans les profils des personnes qu'on accueillait. C'est-à-dire que sur la fin de mon passage en EHPAD, on était plus sur le profil de résidents qui choisissaient délibérément de venir s'établir en EHPAD parce qu'ils souhaitaient rompre avec leur solitude et retrouver une vie sociale agréable. On était plus sur des résidents qui n'avaient plus tellement le choix, en tout cas qui n'étaient plus en capacité d'exprimer leurs souhaits d'intégrer une telle structure tant
la dépendance était importante, avec des troubles physiques au niveau de leur santé, comme des troubles cognitifs vraiment très complexes qui étaient installés. Donc moi j'ai assisté à des gens qui arrivaient en EHPAD de plus en plus tard, avec des problématiques de santé physique et mentale beaucoup plus importantes. Et tout ça, c'est lié à la politique actuelle qui consiste à renforcer la logique de maintien à domicile, sauf qu'on n'a pas mis les moyens pour le maintien domiciliaire en place. En tout cas, on n'a pas mis suffisamment de moyens sur la table pour que ce maintien puisse se faire dans de bonnes conditions. Et finalement, les gens restent plus longtemps à domicile, mais se dégradent fortement à domicile et ils arrivent en EHPAD vraiment sur leur fin de vie. Donc dans 10 ans, on aura probablement moins d'EHPAD, mais des EHPAD beaucoup plus médicalisés. Donc, comme je viens de le dire, l'entrée se fera de plus en plus tard dans la vie avec des résidents plus dépendants pour des séjours plus courts. Et donc, les EHPAD vont devenir des structures de soins gériatriques très lourdes, qui seront beaucoup plus proches des modèles de long séjour qu'on a connus il y a 30 ans en arrière. Donc, j'ai la sensation qu'on fait un retour en arrière. Donc des modèles beaucoup plus proches d'unités de long séjour que de simples lieux finalement d'hébergement. Le deuxième point majeur, c'est le cœur du problème, hein. Ce sont ni les murs ni la finance, mais ce sont bien évidemment les soignants. Sans revalorisation massive des métiers, sans amélioration concrète des conditions de travail, aucun modèle, ni public ni privé, ne sera viable. Et dans 10 ans, soit on aura réussi à rendre ces métiers plus attractifs qu'aujourd'hui, soit le système sera tout simplement ingérable. Et le troisième enjeu qui est central là aussi, c'est le financement. Aujourd'hui, le reste à charge pour les résidents et leurs familles, il est extrêmement lourd. Et l'État, les départements, la sécurité sociale, on sait bien qu'ils sont tous sous tension. Donc dans 10 ans, on ne pourra plus éviter une réforme structurelle du financement de ces établissements et du financement de toute façon de la dépendance de façon globale. Soit on assume une vraie solidarité nationale, soit on acceptera une explosion des inégalités d'accès. Et il y a un quatrième élément clé qui rentre en ligne de compte, c'est le basculement vers le domicile, donc le maintien à domicile, je l'ai évoqué tout à l'heure. On va voir arriver de plus en plus d'habitats inclusifs, les équipes mobiles, la télésurveillance et tous ces dispositifs intermédiaires vont devenir la norme et l'EHPAD ne sera plus l'entrée par défaut dans le grand âge, mais sera une étape de fin de parcours quand le domicile ne sera plus possible. Et enfin, le point le plus stratégique à long terme, c'est la prévention, hein. L'avenir des EHPAD se joue plus au moment de l'entrée en EHPAD, mais se joue maintenant à 40, 50, 60 ans et pas seulement à 85 ans. Voilà, il y a toutes ces problématiques liées à la santé mentale, au burn-out, aux maladies chroniques, à l'isolement qui se posent. Plus on agit tôt aujourd'hui, plus on va retarder forcément l'entrée en dépendance lourde et donc l'entrée en EHPAD. Donc pour résumer très simplement, dans 10 ans, il y aura encore des EHPAD, mais ils seront moins nombreux, plus médicalisés, avec des séjours plus courts. Aujourd'hui, la durée moyenne de séjour en EHPAD, c'est 3 ans. Donc cette durée, elle va se raccourcir. Et surtout, il y a un enjeu humain colossal autour des soignants et un financement devenu un sujet politique majeur. Tout ce qui se passera en amont relèvera de la prévention, du domicile et du lien social. Et puisqu'on est sur France Bourse TV, la question naturelle qui doit se poser, c'est celle de savoir s'il est encore aujourd'hui intéressant d'investir dans ce type de société, hein, que sont les EHPAD et les groupes. Alors la réponse c'est oui, mais avec de fortes réserves et beaucoup de prudence, puisque investir dans les EHPAD cotés en bourse peut encore valoir le coup. Mais c'est clairement plus un placement dit tranquille. C'est devenu un pari un peu risqué qui est soumis à beaucoup d'aléas et puis à beaucoup de contraintes également. Donc les arguments qui vont en faveur d'un investissement
il y a un potentiel qui existe encore, qui est lié aux besoins démographiques structurels avec le vieillissement de la population que j'ai évoqué, et qui continue de créer une demande qui est croissante pour ces structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Et ce besoin tend à se renforcer sur le long terme, puisqu'on a cette vague vraiment de personnes vieillissantes qui arrivent, ce qui donne finalement un horizon assez stable pour cette activité-là. On a aussi des signes de redressement récents, et vous l'avez évoqué dans votre question, hein, certaines grandes entreprises du secteur affichent des améliorations avec une meilleure gestion de leurs dettes, un redressement au niveau des taux d'occupation et un retour progressif de la confiance des investisseurs. Donc, il y a un potentiel de plus-value si le redressement est réussi pour un investisseur prêt à accepter du risque. Voilà. Maintenant, l'équilibre est extrêmement fragile et il existe des risques aujourd'hui qui ne sont pas à négliger. Et aujourd'hui, finalement, investir dans un groupe qui fait de la gestion d'EHPAD côté en bourse, c'est aussi plus du pari finalement qu'un investissement sûr. On a quand même une instabilité financière et un endettement, hein, qui fragilise le secteur. Il y a des études, notamment de certains analystes spécialisés, qui estiment que la rentabilité du privé commercial pourrait baisser d'ici 2027 en raison de la hausse des coûts, justement, des salaires, les charges, l'énergie, qui est plus rapide que celle des tarifs. Le risque réputationnel aussi, hein, on l'a évoqué, il est pas négligeable, avec notamment des scandales. Il ne faudrait pas qu'il y ait un scandale de plus qui entache la confiance dans le secteur, puisque cette confiance est en train de revenir un petit peu. Voilà, donc la volatilité du marché, elle est quand même élevée, avec un rendement qui est incertain, même si certaines sociétés annoncent des redressements et des perspectives. Euh, donc, il y a également la polarisation du marché dont il faut tenir compte. Le secteur semble de plus en plus se diviser, hein. On a les catégories de groupes gagnants et puis les catégories de groupes perdants. Donc, on a des groupes qui sont solides, qui sont bien gérés, bien redressés, mais on a aussi des groupes qui sont très endettés, qui sont en constante restructuration, avec des difficultés majeures. Donc investir sans bien choisir l'acteur, c'est un peu comme jouer à la loterie également. Voilà ce que j'ai à dire pour ce qui concerne le secteur des EHPAD, et j'espère que ça aura éclairé des personnes par rapport à ce secteur-là, qui est un secteur quand même assez méconnu et pour lequel on s'intéresse peu finalement, sauf si on a à y entrer ou à faire rentrer un proche. Merci Virginie, auteur, j'aime pas dire le mot autrice, auteur du livre Les EHPAD ne sont pas des mouroirs, que vous pouvez trouver partout, sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. Ou on commande chez votre libraire. Donc, moi ce que je tire comme leçon de cette interview, eh bien, c'est que je réfléchirai à 2 fois avant d'investir sur ce type de boîte cotée en bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais envoyer un mail là-dessus à nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com. On va faire un petit point sur le sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse. Plusieurs fois, on m'a posé la question cette année, pourquoi vous n'avez pas recommandé MEIS, etc., etc. Bon. Et ce que j'en tire aussi comme conclusion, c'est qu'il va falloir que le modèle évolue de toute façon. Parce qu'il pose problème aujourd'hui, c'est clair et net. Voilà, en tous les cas, merci à Virginie Puel. Je répète, son livre est très intéressant, Les EHPAD ne sont pas des mouroirs, chez JDH Éditions, c'est moi qui l'ai édité. Et je vous invite, bien sûr, à vous le procurer. À très vite.